On va finir à 5h du mat, là. Ouais. Bonjour Docteur Al-Ouest. Ah, salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas? Docteur Al-Ouest, docteur, sur YouTube, analyste politique, géopolitique et anti-macroniste. Et j'ai pas de conflit d'intérêt, très important. Il y a personne qui me paye. YouTube, zéro, depuis le début. Alors, tu n'es pas seulement sur YouTube, Ouais. tu fais aussi un spectacle. Donc, on est allé te voir, et ton spectacle aborde beaucoup de sujets sensibles, sans prendre beaucoup de gants. Est-ce que tu as déjà une expérience du monde du spectacle, et comment t'es venue l'idée d'écrire? Bah, le spectacle, j'ai commencé il y a longtemps, moi. Ça fait 20 ans que je fais de la scène. Donc, comment m'est venue l'idée d'écrire? Ça a été par étapes. Mais ceux qui m'ont poussé à faire du sketch, c'est des anciens, Coluche par exemple. Les inconnus. Moi, si je cite Pierre Desproges, ça fait ringard. Tout le monde le cite. Mais ouais, Pierre Desproges. Et des gens qui m'ont un peu plus poussé. Daniel Prévost, parce que j'aimais bien. J'aime toujours d'ailleurs. Et des humoristes comme ça. Et Kev Adams, forcément. C'est une plaisanterie. Ouais, quand même. Oh. Pas déconner. Est-ce que tu pourrais nous faire part des difficultés que tu as rencontrées pour trouver une salle dernièrement? Pas que dernièrement, ça c'est constamment ça. Pour trouver des salles, c'est la guerre. En fait, moi, quand j'envoie des professionnels donc qui tiennent des lieux ma demande de venir jouer chez eux, en général, j'envoie un lien de ma chaîne YouTube. Je suis obligé. Donc, quand ils regardent ce que je fais, en général, ils répondent à ce que je fais, ça leur plaît pas, quoi. Ils n'ont pas envie de me programmer chez eux. Ça arrive souvent. Mais C'est surtout ma vidéo Macron et Satan qui doit les faire fuir, je pense. Mais comme dans le spectacle, bon, majoritairement, tu vas trouver des macronistes, donc à la limite, tant mieux. J'ai pas envie de jouer chez eux. J'irai pas chez Dumontet, si tu le regardes, Dumontet. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du spectacle, dans l'organisation, dans la production? Parce qu'à une époque, des humoristes pouvaient se moquer à longueur de sketch, par exemple, du président, et aujourd'hui... Bah en fait non, mais t'as eu un ménage petit à petit, je pense, qui s'est fait dans l'humour, mais pas que, dans tous les domaines. Tu regardes les journalistes, la plupart, c'est des aplaventristes, tu vois, ils se couchent devant la Macronie, il n'y en a pas un qui dépasse, c'est très rare. Donc, dans l'humour, surtout les 2 dernières années qu'on a vécues, là, on aurait pu penser que beaucoup se lèvent contre ça. Finalement, il y a eu quoi? Rien. Alors ça vient d'où? Je sais pas, les gens, ils ont peut-être peur pour leur carrière. Il y a plusieurs paramètres, quoi, mais moi je pense que après c'est toi et tes convictions, hein. C'est pour ça que... Non, j'allais te dire, moi j'irai jamais jouer chez Jean-Marc Dumontet, si tu nous regardes, hein. Jean-Marc Dumontet, c'est celui qui tient le Théâtre Antoine, le Grand Point Virgule, le Point Virgule, Bobino. Donc c'est un macroniste convaincu, il est pour la tyrannie sanitaire, pour le masque, la vaccination. On peut dire ce mot? Non, faut pas le dire sur ta chaîne, attention. L'injection, il est pour tout en fait, Jean-Marc Dumontet. Donc Jean-Marc Dumontet, si tu nous regardes... on rigole. Enfin, sauf avec lui, je rigole pas avec lui, moi. Je m'appelle pas Naïm, hein. Si tu nous regardes, Naïm, moi, j'irai pas jouer. Lui, il joue chez Jean-Marc Dumontet. 40 € la place, Naïm. Tu vois? La moitié, c'est pour Dumontet. Et alors, si on revient à YouTube, justement, c'est là que tu as démarré. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour démarrer sur YouTube? C'est pas sur YouTube que j'ai démarré. Non, j'ai commencé à faire de la scène, moi. Je commençais à faire des sketchs il y a longtemps. Il y a plus de 20 ans. Je te disais, tu suis un petit peu, non? Et j'ai commencé il y a 20 ans.
Et puis YouTube, j'y suis venu après. En fait, YouTube, pour être honnête, comment ça m'est venu? C'est parce que je voulais écrire un bouquin sur l'influence du cinéma sur les esprits, en gros. Et j'avais une voisine qui était cascadeuse à l'époque et qui avait vendu, donc elle avait mis 3 ans pour écrire son livre et elle en avait vendu 200. Et donc je me suis dit, est-ce que je suis prêt à consacrer 3 ans de ma vie pour finalement pas vendre de bouquins ou pas trop? Alors c'est comme ça que je suis venu à YouTube. J'ai dit bon, bah je vais raconter mes analyses en vidéo, quoi. Alors à ce moment-là, autant pour moi, je rembobine. Parle-nous de tes débuts, avant YouTube. Sur scène, Oui. j'ai commencé à Lyon, moi. J'ai commencé à Lyon avec un gars peut-être que les gens connaissent qui s'appelle Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, si tu le regardes, dans un café-théâtre à Lyon, donc je dirais pas le nom parce qu'entre-temps je suis pas retourné, mais j'étais influencé par les inconnus, comme je disais au début, Coluche. C'était à l'époque où on faisait du sketch. Je dis l'époque comme si c'était il y a 200 ans, mais en fait on faisait des vrais sketchs avec une histoire que tu racontes, une sorte de mini-histoire où il se passe quelque chose. C'était pas du stand-up. C'était pas le stand-up comme on le voit maintenant où là tu parles de rien en fait. Tu parles de tes cheveux, tu parles de trucs qui n'ont aucun intérêt. Et moi j'étais pas. Quand c'est arrivé, je l'ai vu venir en 2006, j'étais pas très fan de ça moi. Après bon, chacun son style, mais on va dire que dans l'humour, l'important c'est d'avoir une personnalité. Et le problème qu'on a avec le stand-up, c'est beaucoup de gens, on les pousse, on les met trop tôt en avant, ils n'ont pas eu le temps de se former. Ils sont sans épaisseur. Voilà, donc après ils se ressemblent tous. C'est un problème, tu vois. C'est la machine médiatique qui veut ça, tu vois. Quand tu as un concept comme le Jamel Comedy Club, tu as besoin de matière, de gens. Donc tu vas pousser beaucoup de petits jeunes en avant, mais le problème c'est que souvent ils ont besoin de prendre de l'assurance, d'avoir plus d'expérience sur la scène pour pouvoir être quelqu'un. Très important de savoir qui on est sur scène. Quand on ne sait pas qui on est sur scène, on est inexistant. Donc, c'est important. Si vous me regardez que vous voulez faire de la scène, prenez le temps d'apprendre. Tu nous as déjà parlé de tes influences tout à l'heure. Ah. Est-ce qu'il y a, pour les plus jeunes, on va dire justement, un sketch que tu isoles qui doit être vu absolument pour comprendre ce que c'est qu'un petit chef-d'œuvre d'humour Ça dépend. Moi, je te dis, c'est une question, elle est très difficile, celle-là. Un sketch, tu peux pas dire un sketch. Il y a plusieurs formes de sketch. Je pourrais citer, par exemple, Coluche, tu vois, quand il a fait son tube, le Schmilblick. Bon, le Schmilblick, il reprend juste les standards d'une émission de télé Guy Lux, et puis il la parodie. Mais je crois que c'est son sketch le plus vendu en 45 tours à l'époque quand il le faisait. Les Inconnus, ça a été Télémagouille. C'était pareil, une sorte de tube, tu vois. Et il y a des sketchs. Bigard, c'est la chauve-souris, tu vois, qui a été emblématique pour Bigard. Palmade, le Scrabble. Et par exemple, tu prends Dieudonné, lui, il a un sketch que moi, je trouve que c'est un bijou, c'est le sketch sur le cancer, tu vois. Pour moi, ce sketch, dedans, il y a tout, il fait 20 minutes, il est au niveau du jeu, de la finesse, en fait, c'est excellent, tu vois. Donc, il n'y a pas un sketch, il faut voir plusieurs sketchs, plusieurs formes d'humour, et puis, c'est comme la musique, tu vois. La musique, il y a plusieurs styles de musique, l'humour, il y a plusieurs styles d'humour. Je pourrais te parler de Chevalier Las Palais, le train pour Pau. Ah, c'est un classique, bon. Bref, l'humour, c'est comme comment on appelle ça, c'est comme un repas, tu vois, on a des goûts différents, l'art culinaire, chacun a ses influences, donc tu peux pas définir à l'avance pour les gens qu'est-ce qu'ils vont aimer. Il faut laisser les gens goûter, voir si ça leur plaît ou pas. Et tu remarqueras dans l'humour, ce qu'il y a de difficile, c'est que les gens, ils aiment ou ils détestent. Il n'y a pas de juste milieu. Là, dans les 5 ou 6 exemples que tu nous as donnés de sketch, il y a beaucoup de satire sociale. Le Scrabble, le train pour Pau, on voit bien, le Schmilblick, le jeu avec les Inconnus. Si on parle de satire politique, pour tout doucement aller vers
un volet, on va dire, dictature sanitaire. Si on parle de Ah. satire politique, est-ce que tu as un modèle? En satire politique, parmi les humoristes. Ouais. Bah, et Coluche, forcément. Moi, il y a des sketchs que j'ai archi écoutés, tu vois. Il y en a un qui me fait marrer, c'est Misère, tu vois. Pourtant, c'est léger, Misère, mais la manière, en fait, quand il le fait, la manière qu'il a de le faire. Misère, c'est quand il joue de la guitare. En fait, il va faire celui qui chante une chanson, mais il chante pas sa chanson, et puis il parle de ses problèmes à lui. Bon, c'est ce sketch qui m'a donné envie de faire de la scène. Parce que je l'ai écouté énormément, ce sketch, tu vois, en cassette à l'époque. Dans mon Walkman, je suis un ringard. Tu vois, non, j'écoutais beaucoup, tu vois, Coluche. Mais oui, après, en fait, pourquoi on va vers la critique? Ça s'explique pas, tu choisis pas ça. Tu vois? Il y a pas de... Je me suis pas levé un matin, j'ai dit, tiens, je ferais bien de l'humour subversif. En fait, je pense que tu vas vers là où tu te sens le mieux, quoi. Tu vois? Moi, quand je regarde Chevalier Las Palais, j'attends pas qu'ils fassent des trucs subversifs. Je m'en fous, ils font des sketchs, il y a rien dedans, tu vois. Il va te parler de pain, tu l'as déjà entendu, le sketch, où il parle de pain. Il te sort tous les noms de baguettes qui existent. Tu vas les voir pour ça, parce que tu sais qu'ils vont te parler de rien. Donc, j'attends pas d'eux qui me parlent de politique, je serais déçu. Chacun son univers, en fait. Faut pas se forcer. Humour, flashback, revival. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un trouver certaines références du type Chevalier Las Palais qui peuvent être éventuellement considérées comme ringards par certains. Donc, voir un humoriste qui les estime et respecte en tout cas, et en tout cas les apprécie. Non, mais écoute, le train pour Pau, c'est un classique. Bien un train pour Pau. Tu vois, avec Chevalier. Las Palais, c'est Las Palais qui répond. Bah écoute, après, d'humour, comme on disait tout à l'heure, c'est comme la musique, tu vois. Les gens, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu l'attrait pour les histoires, les vrais sketchs, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le stand-up, c'est des gens, ils parlent de tout, de rien, ça part dans tous les sens, et puis leur passage, souvent, ils racontent du vide. Et il y a une autre chose aussi, c'est que parfois il y a un peu de méchanceté dans l'humour. De la méchanceté gratuite, Ouais. qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas une intention de nuire, mais qui a clairement l'intention de faire rire, au dépend de quelqu'un, quand même. Et je me suis demandé si tu le pratiquais pas aussi dans le spectacle, notamment. Peut-être pas dans les vidéos. Non, mais en fait, ça dépend. Tu vois, l'humour, tu vois, il prend différentes formes. Après, tu peux manier une forme de ce qu'on appelle d'humour noir. C'est que tu vas aimer plaisanter sur des trucs, tu vois, horribles. Mais parce que les gens, ils sont préparés à ça. C'est pour ça qu'ils sont prêts à rire avec toi. C'est pour ça que, en gros, si tu arrives frontalement, tu commences en disant des trucs trop violents, ça va pas faire rire. Faut que ton auditoire il soit un peu, tu vois, préparé, quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Bah, tu prends des proches. On cite toujours des proches, les vannes qu'il pouvait faire, tu vois, que ça soit même sur les juifs quand il en rigole, en fait. Bah, les gens, ils savent que des proches, voilà, c'est un gars, il aime bien rire sur les mots, il aime bien le cynisme, comme Gaspard Proust, tu vois. Donc ça passe. Jérémy Ferrari, quand il fait son sketch sur les attentats, tu l'as vu, non? Le spectacle. J'ai vu le sketch là où il commence, il dit bon, alors c'était n'importe quoi au Bataclan, on va s'organiser cette fois-ci, s'il y a un problème, vous sortirez par là. Et puis les gens rigolent, bon, parce que, tu sais, il y a une manière d'amener le... Mais même, je citais Dieudonné quand il fait son sketch Le Cancer. C'est traité d'une manière tellement, en fait, réaliste que... Enfin, pas réaliste. En fait, c'est les étapes, c'est vraiment les étapes. Il exagère à peine, mais il le fait bien, tu vois. Et donc, bah, tu rigoles parce que, ouais,
comment dire, c'est bien amené, quoi. Si tu t'en souviens, au moment où tu as débuté, il parlait de quoi ton premier sketch, le premier que tu as écrit? Le premier sketch que j'ai écrit, c'était un chirurgien. Tu vois, il n'y a pas de secret, hein. C'était un chirurgien qui gérait son cabinet de chirurgie comme un garagiste. Tu vois, ça s'appelait Corps humain pièces détachées. Tu vois. C'est toujours d'actualité. Oui, oui, oui. J'étais parti d'un mec qui s'appelait le professeur Dubernard, je crois, ouais, c'est ça, Dubernard, et qui opérait dans son garage. Et à partir de ce truc, j'avais fait un sketch, en fait. Et c'était... Bon, après, il y avait les défauts de moi qui débutais, mais j'étais vraiment dans l'humour chirurgical, on va dire. Et après, je suis devenu... j'ai eu le temps de faire mes études pour devenir docteur, tu vois. Donc c'était chirurgien barbier au départ. Voilà. Non, mais après, voilà, après, comme je disais au début, c'est l'expérience qui va faire que tu vas devenir un personnage. Il faut creuser, il faut vraiment jouer. C'est comme un sportif. Un sportif, pour être bon, les joueurs de l'équipe de France, là, pas tous, mais en tout cas, pour atteindre leur niveau, il faut quand même s'entraîner beaucoup. Et pour ça, tu vois, il n'y a pas de secret. Travail, travail, travail. Bon, bah, l'humour, c'est un peu pareil. Tu vois, il faut jouer, jouer, jouer. Et puis, quand tu joues moins, tu deviens rouillé. T'as moins les réflexes. Donc, il faut constamment entretenir le jeu, quoi. Tu as été tenté de créer d'autres personnages? Alors, en fait, tu sais, moi, je suis un peu comme Bigard. Quand t'as un personnage, il devient plus fort que toi, c'est dur. Tu vois? Il y a des gens qui arrivent très bien à se cacher derrière plusieurs personnages, comme par exemple François-Xavier de Maison, si tu connais. François-Xavier de Maison, c'est un très bon comédien. Sur scène, il arrive à prendre... c'est comme Alex Lutz. C'est des très bons interprètes. Mais eux, en tant que Alex Lutz ou François-Xavier de Maison, ils ont pas une personnalité forte. C'est-à-dire que tu mets Alex Lutz sur une scène où tu mets François-Xavier de Maison en tant que François-Xavier de Maison sur une scène pour qu'il fasse l'humoriste, il arrivera pas bien. Il a besoin de se cacher derrière un personnage pour, tu vois, la différence. Alors que tu prends un type comme Bigard, bah Bigard, c'est Bigard, donc il a plus de mal à se cacher. Moi, c'est pareil. Mon clown, il est trop fort. Des fois, j'arrive pas à le retenir. S'il veut faire un truc, je suis obligé de, tu vois, c'est schizophrénique. Ah. Alors, nouveau volet, question au sujet des mesures sanitaires. À la suite des révélations de Pfizer sur l'inefficacité de leurs injections, dans de nombreux pays européens, on a décidé de réintégrer tous les personnels soignants qui les avaient refusés. Ouais. Et pas en France. Comment est-ce que tu expliques cet acharnement du gouvernement? Bah, parce qu'il y a une volonté, ça c'est la Macronie, tu sais, d'afficher clairement le mépris. Quand Macron, il vient et puis qu'il dit dans une gare, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Pourquoi il dit ça, à ton avis? C'est un message qu'il envoie à ses maîtres pour dire voilà comment on parle aux gens. Vous n'êtes rien. Quand il dit vous n'êtes rien, je m'inclus dedans. Je suis rien pour lui. Tu vois. Et quand donc Gabriel Attal il vient, quand il fait son, tu sais, il était porte-parole là du gouvernement et puis qui dit on va se parler franchement. Il affiche clairement le mépris. Qui emmerde? Puis il fait la liste des non injectés soi-disant qu'il emmerde. Ça c'est le mode de fonctionnement de la Macronie, c'est-à-dire que on montre aux gens qui ne sont rien, tu vois. Donc les soignants, pour eux, faut les humilier pour bien faire comprendre aux autres, voilà, vous voulez pas nous suivre, ben voilà comment on va vous traiter. Donc ça m'étonne pas qu'ils agissent comme ça. Mais moi, je suis là pour aider les gens. J'ai joué à Toulouse là la semaine dernière, on a fait 135 personnes, tu vois. La recette, je l'ai donnée à une association qui aide les soignants. Tu vois, donc, les soignants non vaccinés qui... Suspendu. Voilà.
Je l'ai fait à d'autres occasions, on continuera à le faire. Nous, on essaie de faire les choses en fonction de nos capacités, tu vois. Mais heureusement qu'il y a des gens qui essayent sur le terrain, j'en croise plein, hein, qui aident toujours les suspendus. La Macronie, c'est le mépris, nous, c'est l'entraide. Tu vois la différence? Donc après, on n'a pas besoin d'eux, nous. Il n'y a pas eu que l'acharnement du gouvernement, il y a eu aussi quelque chose qu'on a bien dû constater, c'est le ralliement de pas mal d'autorités qui ont fait carpette devant la volonté du gouvernement. Je pense aux autorités médicales, l'ordre des médecins, je pense aux autorités judiciaires, le Conseil constitutionnel et d'autres. Ouais. Et après le discrédit, disons, de ces autorités, d'après toi, en qui est-ce qu'on peut encore avoir confiance? Bah, on peut avoir confiance en soi-même. Déjà, il faut compter d'abord sur soi-même. Pour ce qui est du discrédit des autorités, de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, il fallait s'y attendre, quoi, que en face, ils étaient là pour nous attaquer. Tu vois. Là, il y a eu un scandale sur les fact-checkers. Donc, le journal Le Monde, parce que j'ai vu, là, t'as un petit Libé là qui est sur la table. Donc, Libération, c'est Check News. Tu vois, le vérificateur d'information Libération, donc c'est Check News. Le journal Le Monde, dedans, ils ont le Décodex, tu vois. C'est des organes qui sont reliés à la police de la pensée, on les connaît, hein. Rudi Reichstadt, Tristan Mendes France, donc Julien Pain, l'autre Huchon, Thomas Huchon, voilà. Et donc ces gens-là, ils bossaient avec l'organe factice de fausse vérification de presse qui s'appelle Fact and Furious, qui était tenu par un ancien barman, tu vois. Donc c'est ces gens-là qui étaient là pour valider la véracité des choses. Ça tenait pas debout. Tu vas faire un sketch là-dessus? Ouais, certainement, ouais. Mais sur la lessiveuse, hein, le blanchiment. Ah bah oui, non mais oui. Non mais c'est vachement important ces infos qui sont sorties. Mais quand tu vas voir les premiers concernés, ils viennent t'expliquer que c'est pas grave. Tu vois, qu'en fait non, c'est rien du tout, c'est une fausse affaire. Bah non, c'est très très grave. Ceux qui nous ont bourré le crâne pour nous expliquer comment on devait penser pendant la crise sanitaire, en fait, c'était les premiers à mentir. Donc à un moment, ces gens, il faut bien qu'ils soient jugés, tu vois, qu'ils dégagent. Julien Pain, si tu nous regardes, tu dois dégager du service public. Parce que t'as pas vu France Télévisions, ils affichent, tu sais, les grandes affiches partout. France Télévisions lutte contre les fake news. Ben, virez Julien Pain. Je rappelle, pour ceux qui sont pas au courant, Julien Pain, c'est celui qui a dit que le virus ne sortait pas d'un laboratoire, qui a dit que donc l'injection Pfizer, elle empêchait la transmission. C'était faux de dire le contraire, qu'elle empêchait pas la transmission. C'est lui qui a dit qu'il y aurait pas de passe sanitaire qui empêcherait d'aller dans les cafés, les restaurants et dans tous les lieux de vie. Il a menti. Faut qu'il dégage. À propos de tes vidéos, est-ce que tu peux nous donner des éléments de mesure d'impact de leur audience Bah, l'audience, l'impact que j'ai, c'est difficile. Si tu te fies aux chiffres que tu as sur YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de shadowban quand même. Je pense que des fois, ils me descendent la visibilité parce que il y a des vidéos qui ont pas mal tourné. Des fois, je me balade et il y en a qui me reconnaissent par rapport à, tu vois. Et tu te dis, c'est bizarre. Des fois, je me balade un peu partout en France. Je suis amené à bouger avec mon spectacle et des fois, je m'arrête dans des stations d'autoroute et il y a des gens qui me reconnaissent. Et tu te dis, c'est bizarre qu'une petite chaîne, 80 000 abonnés, finalement, que je sois plus visible que ce qu'on pourrait penser, quoi. Mais l'impact, en tout cas, si tu veux savoir l'impact, il y en a, je suis content parce qu'ils m'ont dit, ça les a aidés à tenir pendant la crise. Donc, on continue. On lâche rien, les amis. Tu vois. Tu as fait allusion à la une de Libé, parce qu'on l'a sous les yeux. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette une? Bah, en fait, qu'est-ce que je pense déjà de Libé, si tu veux savoir? Déjà, ça appartient à Drahi. Drahi, c'est un soutien financier de Macron. Donc, de toute façon, Libé, j'ai toujours pensé que c'est de la merde. C'est un journal de pédophiles, de base. Tu vois. Ils aiment bien coller des étiquettes, faut leur rappeler leur passé, tu vois. Donc,
Covid, bronchiolite, grippe, les mots comptent triple. Ouais, mais parce que de toute façon, eux, ils vont te pousser à l'injection. Tu sais que maintenant, on fait une injection bivalente. Covid, grippe. Ils vont te faire un truc, là, ils rappellent les personnes de plus de 60 ans pour leur dire qu'il faut qu'ils se fassent injecter. Mais en fait, on va leur bourrer le crâne pour que, maintenant, ça doit rentrer dans les mœurs. Tous les ans, il faut faire 3 doses de ça, quoi. Donc, qu'est-ce que je pense de l'IB? Bah, torchez-vous avec si vous voulez, hein, sinon, poubelle, hein. Une dernière question, c'est une question rituelle ici. Et les femmes dans tout ça? Les femmes, c'est des guerrières. Je les vois en manif, je suis avec elles, et elles sont très présentes dans les manifs. Donc déjà, les femmes, franchement, respect à elles parce qu'elles se bougent dans cette crise. Et même les femmes médecins, les femmes chercheuses, les femmes dans tous les corps de métier, tu les vois vraiment sur le terrain s'activer. Donc franchement, respect à elles. Les transgenres, je sais pas en fait, j'en vois moins, je t'avoue, en manif. Les non-binaires aussi, je sais pas pourquoi. Par contre, mesdames, continuez le combat, on lâche rien. On va revenir un instant, Dr Al-Ouest, sur l'humour et la politique. Alors, on voit que l'humour mène à tout, puisque il y a des humoristes qui deviennent présidents. Voilà, comme Zelensky. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je sais pas s'il est vraiment drôle quand il est prêt à provoquer une guerre mondiale, même une guerre nucléaire mondiale, on allait dire, avec son histoire de missiles sur la Pologne. Donc, ce genre d'humoriste, on s'en passerait bien, hein. Après, moi, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que de toute façon, dès le départ, c'était une marionnette. Donc, c'est toujours délicat quand t'as des gens en face de toi ou avec qui tu discutes qui baignent toujours dans la propagande. Ils sont persuadés que les médias leur racontent la vérité, tu vois, et que en face, t'as les salauds, tu vois, et il faut aider le gentil Zelensky. Tu sais, l'histoire, c'est toujours complexe. C'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a plusieurs paramètres. Donc après, c'est pour ça que, nous, on subit en tant que citoyens de France, noyés dans un truc qui s'appelle l'UE, hein, où on nous coupe l'électricité. Comme ici, là, vous aurez pu mettre le chauffage, bande de salauds. C'est à cause de Zelensky, non? Ouais. Alors, on a passé du baratin covidique au baratin ukrainien, et en ce moment, c'est surtout le baratin climatique et énergétique, avec peut-être bientôt un pass carbone. Le docteur Al-Ouest a un commentaire à faire sur cela? C'est dans la logique des choses, hein, de toute façon. Ça reste sur le contrôle total de la population. Donc, le pass carbone, tu vois, là, on va en bouffer matin, midi, histoire de la propagande sur la pollution, tu sais. On va te dire qu'il faut que tu passes à l'électrique, voiture électrique. Ta voiture électrique, dans sa conception, elle pollue beaucoup plus qu'une voiture à moteur thermique. Déjà, on se fout de ta gueule dès le départ, en fait. Ensuite, si on a tous des voitures électriques, combien il va nous falloir de centrales nucléaires? Puisque là, on a 58 réacteurs, mais il y en a 32 qui ont été arrêtés pour maintenance, voire pour fermeture totale, tu vois. Comment on va faire? C'est une arnaque du gouvernement, ça tient pas debout leur histoire, quoi. Donc après, passeport carbone, oui, c'est pour nous réduire, nous empêcher de consommer de plus en plus. Là, en ce moment, on te parle de plus prendre l'avion. Enfin, moi, je le prenais pas beaucoup d'avant, mais bon, ça dépend aussi du travail que tu fais, quoi. Mais les gens vont être amenés à devoir se déplacer de moins en moins. C'est pour ça que Anne Hidalgo, elle a mis des autoroutes de vélo, tu vois, dans la capitale. Parce qu'il y aura plus de voitures dans les capitales, prochainement. C'est la prochaine étape, quoi. On sera à pied. On sera dépendant. Tu vois, il y aura la monnaie numérique aussi. Parce que la monnaie, physique, elle va disparaître. Qu'après, on pourra te désactiver quand on voudra. C'est que Klaus Schwab, il dira, bon, j'aime pas ta gueule. Tu me dis, désactive celui-là.
On n'a pas de bol, hein, merde, comment on va faire? Ouais. Et sinon, ton actualité, est-ce que tu prépares un nouveau spectacle? Est-ce que tu vas essayer de faire tourner le spectacle actuel? Non, là j'ai commencé à écrire un nouveau spectacle, mais le souci que j'ai, c'est que déjà pour jouer, il faut que je puisse trouver beaucoup de dates. Et là, le spectacle que j'ai actuellement, j'essaie de le jouer un peu partout en France, bon, même si c'est un peu compliqué, mais on se démerde, quoi. Mais ouais, je ferai un autre spectacle, je sais pas, peut-être dans cette année, là, enfin 2023, quoi. Je vais bosser sur un nouveau. Avec les, hein? Des thèmes en avant-première? Bah, des thèmes, on est toujours dans les mêmes choses, quoi. Le World Economic Forum, Attali, tu vois, Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, tu vois, tous les transhumanistes, en fait, tous ceux qui veulent que on se transforme en objet, tu vois. Et j'aborderai ça, j'aborderai aussi la folie, justement, climatique. Le fait qu'on nous pousse à surveiller notre consommation, alors que toi, en tant qu'individu, tu pollues largement moins qu'au Renault, tu vois, au Renault ou Bouygues, tu sais, les gros groupes comme ça, c'est eux qui foutent la merde dans la planète. Mais par contre, c'est toi qui vas payer en tant que consommateur. Donc, ouais, moi je pense, ou Total, hein, j'aurais pu parler Total aussi. Donc, c'est eux qui devraient payer des taxes. Ils payent même pas leurs impôts. Ils font de l'évasion fiscale. Il y a plein de choses en fait sur lesquelles on peut faire des sketchs, on peut faire des. Mais en fait, il y a deux choses. T'auras remarqué vu que t'es venu à mon spectacle que le spectacle c'est une chose, les vidéos c'en est une autre. C'est pas la même chose. Parce que les vidéos, en fait, je suis plus libre dans. Tu sais, la scène t'es tenue parce que j'ai pas d'écran vidéo, je suis pas appuyé par des. Donc c'est moi qui dois tenir les gens pendant 1 heure et demie. Avec des trucs que je raconte. Mais en vidéo, je me permets d'inventer toutes les histoires que je veux. C'est pas la même chose. Ah, salut. Ça va, ça se passe bien le réveil depuis la décongélation? Oh, on t'a retrouvé en haut d'une montagne. Alors tu faisais partie du Conseil national de la résistance en 1943. Celui qui était à la base des acquis sociaux. La sécu, la retraite par répartition, t'es resté congelé 80 ans. On est en 2023 maintenant. Le président maintenant c'est ce truc. Française, Français. Là il vient de faire passer en force la réforme des retraites pour que les gens ils bossent jusque 64 ans. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement. Résultat, ça gueule à l'Assemblée dans les rues. Macron, c'est simple, il se barre à l'étranger chaque fois qu'il y a des manifestations contre son gouvernement. Moi j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer. C'est le bordel partout en France, les chiens, ils sont devenus alcooliques, et Macron, il fait la fête. Il a mis en... Donc rendez-vous sur les écrans et bientôt aussi sur scène. Sur les écrans d'ordinateur, de téléphone portable, de tablette, ouais, pourquoi pas, prochainement. Et sur scène. Et sur scène, pour ceux qui ont l'occasion de venir me voir, venez, c'est sympa. Vous avez assisté, c'est une bonne ambiance. Ah oui. Tu vois, les gens ils sont contents, on rigole bien. On croise que des gens super. Hein. Moi, franchement, depuis que je joue. Et le spectacle est même parfois dans la salle. Ouais, toujours. C'est vous qui étiez venu un soir où j'ai mis une meuf, je peux pas raconter, mais elle était pas contente, c'était ça. C'était ça. Ouais, parfois ça arrive. Mais t'as vu, ils le prennent bien, les gens. Oui. Puis il y avait un commentateur très présent aussi. Ouais. Non, parfois ça arrive, t'as des gens qui ont, tu sais, qui sont tellement contents d'être dans le spectacle qu'ils participent trop, quoi. Des fois, il faut les remettre en place. Mais les gens sont super, hein. Franchement, ça se passe bien. On est content de jouer. Franchement, moi, c'est pas, tu peux pas comparer, en fait. Franchement, l'expérience que tu peux avoir sur scène et puis les vidéos que je peux faire sur YouTube, certes, c'est marrant, mais en fait, je remplacerai jamais la scène. La scène, c'est vraiment, comment on appelle ça? Des fois, tu te prends une claque d'émotion, quoi, tu vois.
Comment tu réussis à attraper la salle, à l'emmener avec toi, puis à faire en sorte qu'à la fin, les gens, ils te montrent vraiment qu'ils étaient contents, quoi.